Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus sur cet écosystème en plein essor. Pour ce 47e épisode, je reçois Pascal Lévy-Garbois, investisseur et cofondateur de la société Auto, que vous connaissez très probablement. Comme vous le verrez, c'est un fin connaisseur des outils no-code et il a notamment investi chez Adalo ou Notion. Il nous partage son parcours passionnant et sa vision du no-code dans cette discussion que j'ai beaucoup appréciée, alors j'espère que vous aussi. Allez, c'est parti. Bonjour Pascal, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Bonjour. Je suis très content de te recevoir car j'entends parler de toi depuis pas mal de temps par ton cofondateur et associé Thibaut de chez Auto. Et on est intervenu ensemble dans le podcast No Code VC Fit qu'a initié Raph Grieco, que je salue au passage. Alors j'avais trouvé super intéressant tous tes retours que tu avais fait aux startups et tout ça, donc j'avais assez hâte qu'on puisse échanger ensemble un petit peu plus dans le détail à deux. Voilà, donc je vais te laisser te présenter parce que tu as fait beaucoup de choses, tu fais encore beaucoup de choses, mais si tu peux résumer, sans être trop réducteur, après tu auras le droit de me corriger. Tu as une belle carrière d'entrepreneur, déjà dans la Silicon Valley notamment, et puis tu es passé côté investissement, tu as notamment investi dans Adalo et Notion, plein d'autres choses, mais c'est les deux qui m'ont un petit peu fait tilter. Et puis maintenant, tu es aussi le cofondateur de ce beau projet qui est Auto, et donc tu vas nous en dire un peu plus, parce que j'ai envie d'avoir ton côté, parce qu'on voit beaucoup Thibaut parler, évidemment, moi j'ai envie aussi d'avoir un petit peu ton côté. Alors j'ai pas mal de questions, tu as un parcours bien fourni, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci Alexis. Donc en effet, je suis actuellement le cofondateur d'Auto et je pourrais en dire plus juste après. J'ai commencé ma carrière dans l'entrepreneuriat à la fois comme cofondateur d'une startup qui s'appelait Virtuose, qui était une startup de chatbot en France il y a 18 ans maintenant. Ensuite, on est allé à San Francisco en 2008, où j'ai eu la chance de vivre un peu l'aventure entrepreneuriale dans la Silicon Valley avec ses joies et ses drames. Ensuite, j'ai un peu galéré, mais dans ces périodes de galère, j'ai eu des rencontres intéressantes. Et j'ai créé une deuxième société juste au moment où ma première boîte Virtuose donc s'est fait racheter. J'ai créé une deuxième société qui n'a pas marché, mais j'ai commencé à investir en utilisant un peu l'argent que j'ai gagné, notamment avec la vente de la première société, et j'ai rencontré justement Notion et d'autres startups comme ça. Et une des startups que j'avais rencontrées, c'était une startup qui s'appelait Checker, qui faisait un logiciel de gestion du casier judiciaire en fait avant l'emploi aux États-Unis. Et j'étais un des premiers investisseurs de cette boîte et je les ai rejoints à temps comme premier cadre dirigeant quand on était 8 ou 9 employés. Et j'ai eu une superbe aventure de celle dont on rêve tous finalement dans la Silicon Valley, où en 4 ans on est passé de 8 personnes à 400 personnes, énorme croissance, chiffre d'affaires à 9 chiffres. C'était vraiment super. En parallèle, j'ai continué à investir, au début mon argent, puis ensuite de l'argent que je levais sur une plateforme qui s'appelait AngelList. Et puis je suis rentré en France en septembre 2020. Avant ça, j'avais rencontré en effet Thibaut au moment où je me formais avec ma fille aînée pendant le premier confinement à Adalo. Et on discutait ensemble de ce qu'on pourrait faire dans le no-code. Et donc on a décidé de s'associer sur Auto et de monter un concept qui était un peu différent de ce qui était présent à la base, mais qui nous excite beaucoup tous les deux. Et donc je fais ça, et mon rôle de chez Auto, c'est vraiment un rôle de développement, c'est-à-dire à la fois un rôle stratégique sur donc aujourd'hui Thibaut et Géraldine, qui sont mes deux autres associés, sont vraiment focalisés sur l'opérationnel, faire en sorte que ça tourne, on va dire. Et moi, je suis en train d'essayer de regarder un ou deux coups après plutôt, je veux dire. Et donc, je réfléchis à, ok, c'est bien ce qu'on fait. Maintenant, faisons en sorte de préparer la suite. La suite, c'est pas forcément dans 2 ou 3 ans, c'est aussi dans 3 mois, 6 mois, etc. Donc, qui on doit embaucher, quels sont les process pour embaucher des meilleures personnes, comment on se développe commercialement, comment on se développe au niveau de notre offre pour avoir l'offre qu'on veut dans
6 mois, 1 an, etc. Donc mon rôle, c'est vraiment un rôle un peu stratégique et de développement. Et puis en parallèle de ça, j'ai une autre activité que j'ai lancée où on rachète des logiciels en SaaS en Europe avec certaines caractéristiques. Souvent, ça s'adresse à des niches verticales et on les accélère. Donc ça, c'est un autre. Finalement, j'ai découvert que j'aime bien être à la croisée entre les entrepreneurs et l'investisseur, et que l'intersection de ce diagramme de Venn, pour moi, c'est là où je dois être. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, à la fois avec Otto et à la fois avec cet autre projet. Ok, ouais, c'est intéressant puisque tu as occupé tous ces différents rôles, donc ça a du sens aussi de vouloir se retrouver un peu à l'intersection de tout ça, quoi. Ouais. Oui, surtout je me suis rendu compte quand j'étais que investisseur que il me manquait quelque chose, l'opérationnel. Quand j'étais que opérateur, il me manquait la curiosité de voir ce qui se passait ailleurs, etc. Je suis pas, donc je suis multi-obsessionnel. Je suis pas obsessionnel sur une seule chose. Donc il fallait trouver quelque chose qui soit à l'intersection de ces deux particularités que j'ai. Ok. Juste pour revenir très rapidement sur ton parcours, est-ce que à la base, toi, t'as un profil un peu tech ou pas du tout? Je demande ça souvent. Je suis un peu Ma mère dirait que j'ai fait des études d'ingénieur, mais je suis pas du tout un ingénieur. Et disons que je pense que donc j'ai fait une école d'ingénieur en France. J'ai été aux États-Unis faire un master à Stanford aussi, un peu dans la School of Engineering, donc dans l'école d'ingénieur de Stanford. Mais j'ai jamais vraiment été attiré par l'ingénierie au sens strict. J'ai toujours aimé la partie business plus pour le côté humain qui sous-tend ça en fait. Et le côté aventure, le côté création. Et donc quand je suis arrivé à Stanford, déjà quand j'étais à Polytechnique en France, j'avais créé l'association création d'entreprise, donc j'avais déjà ça en moi. Et puis c'était avant le premier boom internet, et ensuite il y a eu la bulle et ça s'est crashé, et à ce moment-là j'étais triste en me disant que j'avais raté l'opportunité de ma vie, etc. Et puis ensuite, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était à la fois une période qui était assez compliquée dans l'entrepreneuriat, ce qui est quelque chose qui est quasiment impossible à comprendre pour des gens qui vivent dans la Silicon Valley aujourd'hui, même en France d'ailleurs. Mais c'est à ce moment-là que j'ai eu le bug, que j'ai attrapé le virus de l'entrepreneuriat. C'est à ce moment-là, je me suis dit, il y a un univers, il y a un autre univers que l'univers des grosses boîtes, des jobs prestigieux, etc. Et cet univers-là de création, d'impact, c'est ça ce que je veux faire de ma vie. Et à ce moment-là, le jour où j'ai découvert ça, j'ai mis 1 an et demi à Stanford pour découvrir ça, mais le jour où j'ai découvert ça, ma vie a changé, et j'ai tout fait pour aller dans ce secteur-là, même si j'ai dû faire des fois des sacrifices de prestige, que ma mère n'était pas heureuse parce que j'étais sans emploi pendant des mois et des mois, et c'était pas grave, je voulais aller dans ce secteur-là et j'ai tout fait pour y arriver. C'est une bonne leçon aussi de la persévérance et de pas forcément que se laisser guider par ce à quoi nous destinent des diplômes. Enfin, je trouve qu'il y a il y a du déterminisme social, etc. dans les études et tout, mais il y a aussi, t'as un certain diplôme normalement qui doit te donner accès à certains jobs. Si tu choisis de pas les prendre, c'est sûr que les gens autour de toi peuvent s'en inquiéter un peu, quoi. Oui, et puis toi-même aussi, parce que je veux dire, tes amis je veux dire, en 2003, quand j'ai quitté Stanford, je cherchais un job, et pendant 9 mois, j'avais rien, en fait. J'étais avec les associés de Virtuose, mais on était vraiment dans la période garage, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Enfin, j'avais pas vraiment, on n'avait pas de produit, donc j'avais rien à vendre. Enfin, vraiment, on était nulle part, et donc, j'avais pas de statut, et on a tous ces copains qui ont des jobs, qui ont des salaires, etc. Et bon, disons que moi, j'avais décidé de ne pas sacrifier ce que je voulais faire. Pendant longtemps, pendant mes études, j'étais là en train de dire, je vais faire 2 ans ici, ensuite ça, etc. Et puis en fait, quand j'étais après Stanford, je me suis dit non, il faut faire ce qu'on aime.
Et ce que j'aime, c'est la tech. Je vais rentrer dans la tech. Et bon, la tech en France en 2003, il y avait rien. Enfin, ça, je pense que c'est inimaginable pour des gens qui ont démarré il y a quelques années, de comprendre ce qu'il y avait. Il y avait rien. Rien. Il y avait 10 boîtes, quoi, 20 boîtes. Avec l'écosystème qui s'est créé maintenant, là, depuis quelques années, Ouais, même depuis des 5 énormes ans. accélérateurs comme Station F, etc., où maintenant il y a même Paris, enfin, la France ont leur place sur l'échiquier, on va dire, de la tech mondiale, alors qu'effectivement, c'était même pas le cas vraiment en 2010, mais encore moins en 2005 ou 2003. En 2003, des gens qui, à la sortie de l'X, ont été dans le secteur technologique, en incluant les gens qui étaient dans la Silicon Valley, etc. Je pense qu'on devait être 10 sur une promo de 400 maximum. Okay. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 100 100 à 150 sur une promo de 400. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Bon, ceci dit, à l'époque, personne ne savait coder. Aujourd'hui, sur 400X, je pense que 200 savent coder. Donc, il y a aussi énormément de choses qui ont changé. Énormément de choses. Et demain, combien seront no codés? Ça va être une autre question. C'est une autre question. Justement, je suis curieux un peu dans la lignée de ce que tu disais. Est-ce que justement sur cette période entrepreneuriale, on va dire, quelles sont un petit peu des leçons? Enfin là, je trouve que déjà tu nous en as partagé une qui était intéressante, mais on va dire sur ce côté, voilà, il y a pas mal de gens qui entreprennent, ou en tout cas au moins en mode indie maker qui écoutent ce podcast. Je sais pas si tu as quelques petites choses que tu voudrais partager encore. Oui, disons que ce que je trouve fascinant dans le côté indie maker, c'est notamment les gens qui utilisent les outils no code, mais pas uniquement. C'est que, l'air de rien, moi j'ai toujours été frustré de ne pas savoir faire. Et en parallèle de Virtuose, à un moment, à vrai dire, pour mon premier job, c'était chez eBay, où je faisais ça en parallèle de Virtuose, chez eBay, j'ai découvert le marketing internet, l'économie d'internet, vraiment, parce que eBay à l'époque c'était vraiment une belle boîte. Et j'ai découvert à un moment, j'ai fait de l'affiliation, c'est comme ça que j'ai payé mon voyage de noces. Disons que j'ai découvert comment gagner de l'argent sur internet en fait. Et ça c'était assez magique. Et je voulais à ce moment-là lancer des produits, etc. Mais il y avait rien, donc j'ai commencé à utiliser des plateformes de freelance, etc. Mais je me suis lancé dans des projets qui n'étaient pas du tout adaptés, en fait, trop compliqués, trop difficiles. Et j'étais toujours frustré de ne pas savoir faire. Et là, justement, avec Adalo, moi je suis un grand fan d'Adalo, pas uniquement en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que maker, je trouve que c'est magique parce que je peux faire. Et j'ai toujours été frustré de pas pouvoir faire. Et ce que j'aime dans Adalo, dans Bubble, c'est que finalement, on a à se focaliser sur un outil et pas sur un ensemble de choses. Ce qui m'a toujours frustré dans le développement web en général, c'est qu'il y avait, entre réfléchir au back-end, au front-end, à l'hébergement, il y avait trop de choses pour moi. Moi, j'aime les choses simples. Et donc là, Adalo, c'est simple. Je fais, c'est joli ou pas, je lance, je teste, c'est magique. Et ça, cette chance-là que les indie makers ont est unique. Donc ensuite, pour eux, je dirais que ce qui est vrai, c'est qu'on gagne. Il y a deux choses, il y a deux tendances que je vois au niveau des indie makers. Il y a le fait de faire, de lancer et de passer à la suite. Et il y a le fait de passer beaucoup de temps sur quelque chose qui n'a pas de traction. Et je dirais que la vérité à ce niveau-là, pour moi, elle est entre les deux. C'est-à-dire que il y a des fois où on fait des choses qui sont un peu des vanity projects. Quand mon premier projet que j'ai fait avec Adalo, c'était un clone de Instagram. J'avais pas comme objectif de lancer Instagram. Mais par contre, je trouve ça dommage quand on lance quelque chose de pas se poser la question, tiens, comment je ferais pour avoir des clients, de le partager, d'avoir du feedback. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour les makers, parce que finalement, c'est ça, l'entrepreneuriat du web, c'est du feedback permanent, finalement. Le product market fit, on l'a, des fois par miracle tout de suite. Checker a eu un product market fit immédiat. Dropbox a un product market fit immédiat. Mais beaucoup de fois, il y a des itérations, et c'est dans ces itérations qu'on apprend le plus. Et je pense d'ailleurs,
que les boîtes qui ont un product market fit immédiat, donc qui finalement dont leur produit finalement est, on va dire les clients le tirent des mains des fondateurs, n'ont pas elles n'ont pas la chance de se confronter à cette phase où on apprend le plus parce que ça marche pas complètement, qu'on le sent, et donc qu'on comprend les subtilités de quels sont les vrais besoins du client. Je pense que les boîtes qui marchent tout de suite, comme Twitter, comme Dropbox, comme Checker, peuvent, si le marché est gros, devenir grosses, mais que parfois elles sont un peu limitées par leur succès initial, parce que finalement, dans une boîte où ça marche entre guillemets tout seul, c'est difficile d'embaucher des gens qui sont prêts à faire quelque chose qui va pas forcément marcher. Ouais, c'est intéressant parce que ça, du coup, ça bride un peu peut-être la créativité ou je sais pas. Enfin, oui, il y a pas la culture de. Aux États-Unis, ils disent le mot grind. Pour moi, c'est le côté niaqueux, quoi. C'est-à-dire d'être là, de se battre, d'apprendre, d'améliorer les choses et d'aimer améliorer les choses de manière incrémentale, mais pas juste en optimisant des chiffres, en optimisant un taux de conversion, par exemple. Non, vraiment optimisant en comprenant subtilement les besoins du client. Je pense que, enfin, Stripe aujourd'hui est sans doute est la startup la plus valorisée au niveau de sa capitalisation boursière parmi les boîtes, on va dire, pas cotées en bourse. Et les fondateurs de Stripe sont les meilleurs du monde, ou sans doute parmi les meilleurs du monde à ça, et pas pour rien. Ils ont mis 1 an et demi avant d'avoir vraiment une traction sérieuse. Et donc ils ont énormément appris là-dessus. Et puis même 3 ou 4 ans après, pour ma première startup aux États-Unis, Sixters, Patrick Collison, le fondateur de Stripe, m'avait contacté sur le forum Hacker News pour me dire si tu réfléchis entre Stripe et une autre solution, viens, on s'organise un coup de téléphone et c'est lui qui était mon commercial en fait. Et j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie au téléphone avec lui en plusieurs fois pour qu'il me convainque, alors qu'on était une startup de rien du tout, d'utiliser Stripe. Il y a un peu cette légende dans l'univers des startups sur le Collinson Install, où il allait dans des trucs où il allait vraiment installer Stripe sur les ordis des gens, à des meet-up de dev, etc. au début pour faire de la traction 1 à 1, quoi, convertir les gens. Mais c'est vrai, et il l'a fait, et c'était fou. Mais d'un côté, je me rends compte aujourd'hui, après avoir à la fois des startups qui ont réussi et des startups qui n'ont pas réussi, que le fait d'avoir fait ça aussi souvent fait qu'on a une empathie client immense et qu'on peut saisir beaucoup plus d'opportunités parce que au bout d'un moment, quand une startup marche, qu'on en a 100, 200, 300 personnes, on se coupe du client. On doit tellement gérer une machine en dessous qui a des problèmes. Tous les jours, il y a un employé qui a un problème. Tous les jours, il y a quelqu'un qui a un problème quelque part, un client, ça. C'est facile d'être obsédé par l'intérieur, alors que finalement, on est là uniquement grâce à l'extérieur. Et il y a des moments où on n'a pas le temps de s'occuper de l'extérieur, mais si on l'a fait pendant les périodes où il y avait entre guillemets pas beaucoup de problèmes en interne, on a cette sorte de d'ADN, cette sorte de d'intuition finalement client, qui est la chose, le talent le plus important à développer pour les indie makers. C'est développer cette intuition client. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Après, je pense que ça demande aussi beaucoup de résilience, parce que cette galère, cette phase de recherche du client, de compréhension du client, je pense que beaucoup de gens, en fait, justement, peuvent se décourager de ne pas avoir, comme tu dis, ce succès initial, qui est en fait normal, finalement, comme tu le dis très bien, la plupart des boîtes n'ont pas ce succès-là, et peut-être même que c'est justement après un des avantages pour développer cette intuition que tu pourras utiliser dans ce projet-là ou dans les autres, quoi. Enfin, si t'es vraiment un indie maker, comme tu dis, il faut avoir une vision sur plusieurs projets aussi, quoi. Absolument. Mais disons que il faut, je pense, toujours confronter son projet à plusieurs clients pour prendre l'habitude d'avoir du feedback. Si tu fais ça et que tu fais ça que tu te mets ça comme habitude et que tu améliores avec le feedback, et même si tu fais 2-3 itérations et c'est tout, au moins tu as appris quelque chose. Et le plus important dans
de ce voyage, de ce chemin sur lequel on est en tant que maker, en tant qu'entrepreneur, en tant que bootstrapper, en tant que même start-upper, pour prendre plein de choses en heure. C'est ça. C'est le fait d'être sur un chemin d'apprentissage au contact à la fois de ses employés, mais surtout de ses clients et du marché. Super, c'est hyper intéressant. Avant de parler un peu plus d'investissement, je suis curieux de savoir comment tu as découvert justement le no-code. Est-ce que, par exemple, tu as découvert Adalo justement par l'investissement, ou est-ce que tu t'es intéressé à ça justement pour, avec cette frustration, comme tu disais, peut-être un peu de pas pouvoir faire, enfin... Alors, tout à l'heure, je te parlais de cette période j'évoquais un peu cette période de ma vie qui a duré à peu près 2 ans, où j'étais un peu nulle part. Et c'était une période assez, a posteriori, ça a été une des périodes les plus enrichissantes de ma carrière, non pas de ma vie, mais aussi de ma carrière. Parce qu'en fait, là, on est post-virtuose, hein, c'est ça? On est post mon départ de virtuose. C'est avant la vente, ouais. avant la vente. C'est entre 2000, en gros, entre 2011 et mi-2012. Et dans cette période-là, mon ambition, c'était de créer une startup, mais j'avais pas d'idée, j'avais pas de cofondateur. J'avais juste envie de créer une startup. Ce qui est pas forcément je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais en tout cas, c'était dans cet état-là que j'étais. Et donc, j'ai cherché un cofondateur, ce qui était technique, comme beaucoup le font aujourd'hui, et encore à l'époque. Et donc, à l'époque, j'avais découvert un site qui s'appelait founderdating.com, qui n'existe plus malheureusement, et qui était un site avec une curation assez importante, etc. Et donc, j'ai eu la chance d'être accepté, parce que mon expérience de virtuose était pas mal, j'avais levé de l'argent, on était 80 personnes, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, c'était amusant parce que c'est dans cette partie-là, dans ce moment-là, que j'ai rencontré le fondateur de Notion, Yvan, qui cherchait un cofondateur aussi, mais pas pour Notion, pour un autre projet. Et en fait, que j'ai rencontré aussi les fondateurs de Coinbase, Brian Armstrong. On a eu plusieurs dates pour lui. Il avait en tête finalement ce qui est devenu Coinbase, mais à l'époque c'était un peu différent. C'était plus une sorte de PayPal du Bitcoin. Et bref, et moi j'avais une idée en tête liée un peu à au Uber, plateforme à la Uber. Et donc on s'est pas entendu sur ça, mais disons que c'est une période un peu de découverte. Et en fait, le fait d'être pendant cette période quelque part où j'avais l'impression d'être le plus loin professionnellement du succès, je me suis rendu compte a posteriori qu'en fait que les gens que j'avais autour de moi, c'était des gens qui ont créé des boîtes. Enfin, Coinbase ça vaut 100 milliards, Notion j'espère que ça vaudra 10 ou 20, etc. Et m'a fait rendre compte que en fait dans les bas-fonds de la Silicon Valley, si on traîne avec des personnes qu'on trouve intelligentes, on est assez vite entouré de gens, du futur en fait. Donc ça, c'était. Est-ce que c'est le cas toujours aujourd'hui, tu penses? Ouais. Alors, ce qui est vrai et ce qui est toujours vrai, c'est que il y a une règle qui dit que ce que les geeks font le week-end chez eux, les gens le feront tous les jours, demain. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est complètement vrai. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu encore et encore. Je me souviens encore à ce moment-là, je gagnais ma vie en apprenant aux gens à lever de l'argent auprès d'investisseurs, avec des classes à 50 euros, ou 50, même pas, $30. Et je me souviens d'un dev qui se faisait payer en Bitcoin en début 2012, qui était dev Ruby on Rails, et ce type-là, il s'est acheté un bout de terre en Patagonie qui ça se compte en centaines d'hectares, hein, avec ses bitcoins. Hein. Je peux dire qu'il à mon avis, il a planté ses bitcoins restantes sous la terre. Donc tout ça pour dire que donc je pense qu'il y a toujours ça. C'est parce que les gens qui vont à la Silicon Valley globalement ont cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette envie de faire, qui est assez unique à la région. Et ensuite, donc par rapport au no-code, pour revenir, excuse-moi, à ta deuxième question, j'avais écrit en fait un article en 2012 sur un de mes anciens blogs sur justement
finalement, ce que le no-code, en fait, j'avais écrit un article qui s'appelait les Lego du futur. C'était un article qui racontait que, en fait, en 2003, j'avais lu une interview de Bill Gates qui disait que il pensait que dans le futur, avec ce qu'il appelait les web services, donc les services web, on pourrait demain créer des applications en prenant des bouts d'applications, une application de calculatrice, une application de trucs, les mettre bout à bout pour en faire quelque chose. Et moi-même, en fait, dans cette période 2011-2012, on avait itéré sur pas mal d'idées, et pour certaines d'entre elles, en fait, on avait hacké quelque chose en no-code, en fait. Enfin, on avait besoin que les gens bookent des moments sur un calendrier, donc on avait utilisé l'ancêtre de Calendly. On avait besoin que, finalement, on avait créé une landing page avec un service qui s'appelait Unbounce. Ensuite, les gens bookaient du temps avec nous. Ensuite, pour faire on entraînait les gens à ce moment-là à être meilleurs en interview. Donc, on utilisait Skype pour faire les interviews. Enfin, donc, on avait en fait hacké quelque chose un peu en no-code, et j'avais trouvé ça fascinant qu'en une journée, on soit capable de finalement simuler ce service, apprendre du fait que les gens ne venaient pas au rendez-vous, ne payaient pas, et que c'était pas donc une bonne idée, mais on l'avait appris en une semaine sans coder quoi que ce soit, et que ça avait énormément de valeur en fait. Donc j'avais ça en tête. Et puis donc Notion, j'avais investi dans Notion, qui avait ça aussi en tête, mais qui à un moment, au début, s'est un peu perdu dans le produit. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à plus regarder le no-code, et en 2019, il y a eu une conférence à San Francisco qui s'appelle la No-Code Conference. Et j'avais été, il y avait pas beaucoup de monde qui avait été à cette conférence. C'était organisé par Webflow. Et on y était. On aurait pu se croiser, c'est drôle. On aurait pu se croiser. Et donc j'avais été voir les gens de MakerPad. Et notamment, j'avais rencontré Tom Haussmann, qui était un des instructeurs de MakerPad, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et je lui ai dit, écoute, Tom, dis-moi, de toutes les startups qui sont ici, quel est l'outil que tu trouves le mieux? Et il m'a dit, écoute, moi, je trouve que l'outil qui est le mieux, c'est Adalo. Donc, j'avais été à la programmation, à la démo de Adalo. J'avais trouvé ça incroyable. Je voyais ce qu'ils étaient capables de faire. En une demi-heure, ils avaient fait une app pour la conférence. J'étais là en choc. Et à ce moment-là, j'aurais couru après pendant 1 mois et demi pour qu'ils acceptent de prendre mon argent. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que c'était justement une des questions que je voulais te poser, un peu comment, plus globalement, hein, mais j'étais curieux aussi sur Adalo en particulier, mais comment on accède à des deals. Mais avant de te demander ça, justement, pour revenir un peu sur cette partie investissement, parce que moi je suis un peu, j'y connais pas grand chose et j'essaie de m'y intéresser, mais j'aurais bien voulu que tu nous expliques un petit peu quel est, parce que toi, donc quand tu fais ces investissements-là, c'est en tant que business angel, si je dis pas de bêtises. Oui, alors. Ou est-ce que c'est en tant que VC? Enfin, ouais, un truc que tu vois, j'aimerais bien que tu expliques, c'est la différence, de manière un peu générale et aussi dans ton cas à toi, entre les angels, les VC, les fonds d'investissement, je sais pas comment. Ouais. Enfin, tu vois. Alors, je vais essayer de le faire. Je dirais que. Un exercice de pédagogie. Oui. Alors, en fait, dans une startup, il y a plusieurs phases. Il y a une stade vraiment d'amorçage, un moment où il y a vraiment pas grand chose, des fois juste une idée, des fois quelques clients, des fois un produit ou pas de produit, etc. Il y a une phase où il y a une sorte c'est amorcé et on a besoin de fuel pour avancer le produit. Ensuite, il y a une phase où on a de l'attraction et où il faut, on va dire, ce qu'on appelle scaler, donc passer de, par exemple, 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, il y a une phase où là, on a quelque chose qui marche et il faut passer de 5-10 à 100, en gros, ou plus. Les business angels, globalement, ils interviennent souvent au tout début. Donc en amorçage, donc ce qu'on appelle en termes de tour le pré-seed ou le seed. Des fois les business angels qui investissent après,
plus parce qu'ils aiment une boîte, etc. Mais globalement, le métier d'un business angel, c'est d'investir au tout début. Les fonds, en général, investissent parfois en amorçage, mais fréquemment plutôt donc en seeds, donc quand la boîte a une certaine traction, un produit, ou enfin il y a quelque chose qui existe, quoi. Et ensuite, bien sûr, en série A, série B, etc. Donc quand la boîte passe des étapes de à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 2-3 millions, etc., etc. Et puis ensuite, il y a quand on a besoin de 20, 30, 50 millions d'euros pour passer à l'étape, on va dire scale-up, là, ce qu'en France on appelle le scale-up. Là, il faut des fonds de growth, qui sont des énormes fonds qui sont et c'est une autre problématique. Donc moi, au départ, j'ai investi donc mon propre argent, qui était l'argent que j'avais mis de côté pour acheter un appartement. Finalement, j'ai pas acheté d'appartement ou une maison à San Francisco. J'ai toujours loué la même maison, mais par contre, j'ai investi dans des startups et j'ai investi comme ça à peu près dans une cinquantaine de startups. Et puis à un moment, j'avais plus trop d'argent à investir, et donc j'ai levé un peu de capital sur une plateforme qui s'appelle AngelList, ce qui fait que j'ai déployé. Est-ce que je peux te demander, juste Oui. par curiosité, si c'est pas indiscret, hein, mais c'est quoi le montant moyen, par exemple, que tu t'investissais dans ces 50 C'était à peu près, je crois le montant moyen c'était 12K. La moyenne c'était 12K. Dollars. C'est pour comprendre les 12K de dollars. D'accord. Ce qui à l'époque, comme j'avais des euros, c'était en fait plutôt 8K euros en fait. Ah oui. Donc c'était 8 ou 9K. C'était un avantage. Okay. Et donc ça veut pas dire que j'ai mis le même somme partout. À la fin, j'étais plutôt à 10. J'ai eu la chance, ma plus grande chance, c'est que les boîtes dans lesquelles j'ai mis le plus d'argent, c'est les boîtes qui ont le mieux marché. Donc, donc ça c'est, mais globalement, je mettais à peu près, la moyenne c'était 12. D'accord. C'est pour comprendre l'ordre de grandeur, quoi. Ouais. Mais, et parce que mon idée c'était d'investir dans pour moi c'est un métier assez quantitatif, le métier de business angel. Et je trouve que beaucoup de gens veulent écrire des gros chèques dans peu de boîtes, et je pense que sauf si on voit des dizaines ou des centaines de boîtes par an, c'est absurde de vouloir faire une chose pareille. Que c'est une très très bonne façon de perdre de l'argent. Et parce que c'est un métier de statistique, c'est vraiment un métier de statistique. Sur les 40 boîtes, sur les 50 premières boîtes, il y en a 5 qui comptent, 5 sur lesquels on gagne vraiment de l'argent, 5 sur lesquels on gagne de l'argent, et le reste, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, des fois ça rapporte rien, mais on s'en fiche. Il y en a au max 10 qui comptent, et encore 10, j'ai de la chance. Et sur les 10, vraiment... Finalement, ce qui compte, c'est c'est de voir dans la globalité, quoi. C'est-à-dire que même si t'en as 40 qui se plantent, après, il y a une partie... c'est simple. Si t'en as 40 qui se plantent et t'as un Notion où tu fais x 150, au final, t'es à x4. D'accord? Donc, voilà, c'est tout. Si tu peux avoir fait Notion et 39 0, et tu fais x4. Et c'est ça ce qui compte. Ouais. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette vision très très chiffrée. Après, comme tu disais, je pense que tu t'investissais aussi dans des boîtes qui te paraissaient intéressantes. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a aussi moi, j'avais l'impression aussi peut-être, et c'est peut-être pas vrai dans tous les cas, que les angels aussi pouvaient des fois s'investir un peu en tant que conseil. Oui, c'est vrai. Tu peux pas le faire pour 50 boîtes peut-être, quoi. Je sais pas. Non, mais on a émotionnel, je veux dire. Oui, franchement, il y a pas beaucoup de boîtes dans lesquelles j'ai investi, dans lesquelles j'ai pas beaucoup investi dans des boîtes qui ne m'intéressaient pas. Il y a des gens, il y a des types de SaaS par exemple qui m'ont jamais vraiment intéressé. Les SaaS pour les équipes de vente, les SaaS pour les équipes marketing. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste que ça m'a jamais particulièrement intéressé. Et donc, de fait, j'ai jamais vraiment investi dans ces secteurs-là. Est-ce que tu as formalisé un peu une thèse ou un truc comme ça? Au début, vraiment, j'avais une thèse. Au début, ma thèse, c'était Marketplace et Local Commerce. C'était ça, ma thèse.
Mais d'un côté, Notion, c'était ni marketplace, ni local commerce, mais Ivan était un fondateur que je trouvais tellement solaire que je me suis dit, il ferait n'importe quoi, un donut shop, j'ai investi dans sa boîte. Non pas parce que je pense que son donut shop va marcher, mais parce que je pense que s'il fait 10 startups ou 10 boîtes dans sa vie, je vais investir dans les 10 boîtes. Et je gagnerai de l'argent. Et donc voilà, c'était ça mon état d'esprit. Mais disons que au final, c'est quand même une rencontre. Tout ce métier-là, c'est un métier de rencontre. Et est-ce que j'aide les boîtes? Oui, j'ai aidé les boîtes, certaines énormément d'ailleurs. Alors Checker, c'est particulier parce que j'ai investi et je suis rentré. Mais donc ça a toujours été un de mes critères. Toujours de mes critères, ça a été, est-ce que finalement un entrepreneur, pour qu'il réussisse à créer une licorne ou plus, il faut à un moment qu'il recrute des gens qui sont des execs. Et donc moi, je suis un exec potentiel. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que je bosserais pour ce CEO? Si je me suis dit, je bosserai pas et je bosserai pas pour ce CEO parce que je vois pas ce que je peux apprendre de lui, à part le fait qu'il a une bonne idée aujourd'hui, et ben à ce moment-là, il n'était pas question pour moi d'investir dans la boîte. Ça a été toujours une règle que je me suis appliquée et j'ai besoin d'être impressionné par au moins une dimension, idéalement plusieurs, du fondateur en face de moi. Ok. C'est bien, ça permet de bien comprendre l'état d'esprit. Alors du coup, je t'ai coupé au moment où tu disais après, qu'est-ce qui se passe après justement cette première phase où tu as investi dans une 50aine de boîtes? Non, ensuite j'ai levé de l'argent auprès de particuliers sur la plateforme AngelList et donc j'ai pu déployer du capital de manière en général à ce moment-là là je suis passé d'une phase où j'ai investi à peu près on parle en gros $600,000 à une phase où j'ai investi dans les 5 ans qui ont suivi 12 millions de dollars. Mais c'était pas mon argent, c'était l'argent d'autres investisseurs. Et donc là aujourd'hui, j'aide un fonds qui s'appelle Long Journey Ventures. Si je vois des boîtes intéressantes qui ont un potentiel mondial en Europe, et puis sur des boîtes en portefeuille comme je suis répertorié, on va dire dans les angels aux États-Unis, j'ai un deal flow naturel, donc j'ai des startups qui me pitchent pour me dire est-ce que tu serais intéressé pour investir dans une startup. Donc ça, je partage tout ce flux de startups potentiels à ce fonds Long Journey. Et puis moi, comme ça, les boîtes qui m'intéressent le plus dans le lot, je leur parle. Okay. Ce qui me permet de rester au contact intellectuellement de ce qui se fait dans la Silicon Valley, on va dire sur le haut du panier, quoi. Super intéressant. Est-ce que justement pour finir sur cette partie-là, est-ce que tu aurais quelques conseils pour des gens qui voudraient lever de l'argent, et j'ai envie de dire peut-être pour axer un peu plus sur notre sujet aussi, sur des créateurs d'outils no-code, ce qui est aussi un peu le sujet du podcast dans lequel on était intervenu, mais parce que tu avais donné plein de conseils à ces gens-là, en particulier sur leur projet, mais là si tu avais des choses comme ça qui te viennent... Disons que si on lève de l'argent aujourd'hui, notamment, et quand je dis lever de l'argent, c'est pas lever juste 200 ou 500 000 euros pour financer les premiers coûts de développement. C'est vraiment lever. Si on part sur un projet où quelque part le business model est basé sur le fait de lever des millions, voire des dizaines de millions d'euros, il faut forcément réfléchir à un marché mondial. Parce qu'il n'y a pas de marché en France, à part sur un marché très très profond. Enfin, il y a des marchés très très profonds en France, par exemple, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a peut-être quelques marchés. Il y a peut-être une dizaine de marchés, on va dire, qui sont assez profonds pour avoir une startup qui peut être, on va dire, ce qu'on appelle venture scale, c'est-à-dire qui peut avoir des retours et une croissance aussi importante que les VC dont les VC ont besoin. Ouais. Donc par exemple Doctolib, voilà, le marché des médecins en France, c'est un marché qui est venture scale, c'est énorme, c'est plusieurs millions d'euros, le transport peut-être, le transport, etc. Il y a une dizaine de secteurs comme ça, mais globalement, pour le reste, il n'y a pas tant de marchés qui ont cette taille-là. Et c'est d'ailleurs la thèse de mon autre projet, qui est de dire, nous on rachète des projets qui vont
après des marchés qui ne sont pas forcément venture scale, donc qui sont pas forcément cette taille-là, mais sur lesquels on a différents leviers qu'on pense avoir pour pouvoir accélérer la croissance et une croissance profitable. Donc ça c'est mais ça c'est un autre secteur, c'est un autre pan du monde en fait. Mais si on est entrepreneur aujourd'hui et qu'on veut aller sur le circuit un circuit qui nécessite de lever de l'argent, il faut qu'on ait des marchés qui soient gros et pas uniquement gros parce que le marché est gros, parce qu'il y a énormément de marchés de milliards d'euros en France, mais où la somme de ce que peuvent payer les clients pour notre solution correspond à des centaines de millions d'euros et pas juste 10 millions d'euros. Et c'est quoi un peu les alternatives justement, peut-être qui aujourd'hui, tu vois, justement aux VC qui sont intéressés par des très gros marchés? Parce que en fait, tu vois, je vois un truc justement entre les deux, et c'est ça, je trouve, une des forces du no-code, et Emmanuel, le fondateur de Bubble, en parle souvent, par exemple. Ça permet d'adresser des plus petits marchés, quoi. On va faire avec Bubble, on a moins de coûts de production, etc. Donc on va pouvoir adresser des plus petits marchés. On va pouvoir faire une solution SaaS qui adresse une niche très particulière. Néanmoins, des fois, il faut quand même pouvoir financer, même si les coûts sont réduits, le développement de cette solution, quelque chose comme ça, tu vois, payer, je sais pas, on va dire, avoir 6 mois de salaire d'une petite équipe ou des choses comme ça. Et donc ça, des VC n'iront pas, ne mettront pas de l'argent. Et pour autant, peut-être que c'est pas possible de complètement bootstrapper, quoi. Moi, c'est une solution que je préfère dans l'idéal, mais... Alors en France, on a cette chance quand même qu'avec le chômage, etc., il y a quand même une opportunité assez unique. Enfin, je veux dire, c'est assez rare, quelque chose comme ça. Ensuite, par rapport à ce que tu dis, payer même 2-3 personnes pendant 6 mois, on parle de on parle de 50-60 000 euros en gros de coût. Et 50-60 000 euros, bon, enfin, je veux dire, il y a en cherchant autour de soi, on peut trouver des gens qui, en ajoutant des chèques de 2 000, 3 000, 5 000 euros, on arrive à 60 000 euros. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est possible. Et il y a des entrepreneurs, il y a des business angels qui peuvent écrire ces chèques-là. Et peut-être qu'on n'aura pas 60 000 d'un coup, peut-être qu'on aura 10 000, et ensuite, et on fera les choses par étapes. Mais disons que c'est pas complètement hors de question. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais je pense pas aussi qu'il faut se dire que, notamment avec les outils no-code, que le fait de lever de l'argent soit un prérequis à l'entreprise. Le prérequis à l'entreprise, c'est d'avoir une idée, d'avoir un moyen d'arriver à mettre en place cette idée et d'avoir idéalement des clients. Ou en tout cas en tête un client cible qui a besoin de notre idée. Ça, c'est la chose prérequise. Ensuite, le financement, c'est le moyen d'y arriver. Mais je pense pas personnellement que ça soit impossible. Il faut juste être réaliste et créer un chemin qui fait que, au bout de 6 mois, dans le cas tout à l'heure de ce que je disais sur les 50 000 euros, au bout de 6 mois, on a des revenus qui fait qu'on peut payer les 6-7 000 euros par mois qu'il nous faut pour arriver à notre objectif. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi par rapport à ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire qu'au tout début, de toute façon, pour tester son idée, etc., normalement, c'est généralement pas une question technique, quoi, et qu'on doit arriver à faire ça rapidement, aussi en bricolant certaines choses. Après, ça dépend un peu des projets, mais... Ouais. Oui, enfin, il y a des projets qui sont très techniques, mais paradoxalement, ces projets qui sont très techniques, ils trouvent des investisseurs parce que finalement, hier, j'ai rencontré une boîte qui veut créer des tunnels sous les villes pour la logistique dans le e-commerce. Une sorte de métro de la logistique. Ce truc-là, il y a 99% de chances que ça marche pas. Mais si ça marche, c'est assez énorme. Et c'est vrai qu'on voit que la logistique du e-commerce n'est pas adaptée au monde. Enfin, les villes aujourd'hui ne sont pas adaptées à cette logistique-là. Donc on se dit, pourquoi pas? Et ça, il y a toujours des investisseurs qui sont prêts à prendre ce risque-là parce que c'est le futur et ils voient le futur. Donc ces projets-là, à la limite, c'est presque plus facile de les financer. Au début, en tout cas. Ensuite, les petits projets pour un logiciel pour les clubs de basketball
amateur, ça, il faut plus bootstrapper. Mais d'un côté, si ça marche, c'est des projets en général qui sont très rentables. Donc, il y a une forme d'entrepreneuriat possible là-dedans, auquel je crois énormément et qui est d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, un peu la base de mon autre projet, où on prend ces boîtes-là quand elles sont un peu plus grosses, mais c'est plutôt 1 million d'euros de CA ou de run rate que 10 000 euros par mois. Mais disons que moi, je crois en ces marchés-là et je pense qu'il y a ce carré-là, on va dire, qui est pas couvert de boîtes qui sont pas les bonnes boîtes pour les VC, mais qui sont pas des boîtes qui doivent mourir, qui sont des boîtes qui doivent être pérennisées et qui peuvent faire partie d'un projet excitant en réalité. Carrément. Et merci de nous avoir partagé tout ça. Voilà, donc justement le dernier sujet que je voulais qu'on aborde, c'était un petit peu qu'on parle d'auto. Donc tu nous as évoqué donc la rencontre avec Thibaut, donc via quand tu t'es mis à Adalo, que tu as voulu te former à Adalo. Tu nous as dit un petit peu aussi ce que tu faisais. Du coup, ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est un peu toi ta vision de là où vous allez un peu, je sais pas, enfin en fait, je suis curieux à la fois de la roadmap, mais surtout je sais pas comment toi tu formulerais la vision d'Auto, quoi. En fait, ce que nous ou la mission peut-être, ouais. meilleur mot. Ce que nous on voit dans le monde, c'est deux choses. La première chose, c'est le fait que de plus en plus de gens partout en Europe ont grandi dans le numérique et veulent créer des projets dans le numérique. Pas forcément des startups comme Doctolib, même si évidemment personne ne dirait forcément non à créer Doctolib, mais disons que l'ambition n'est pas forcément de Doctolib, mais l'ambition est de créer quelque chose, soit pour avoir une sorte de toile sur laquelle ils peuvent s'exprimer, soit pour gagner un peu d'argent. Je disais toujours quand j'ai eu mon premier job chez eBay que n'importe qui en France a besoin, donc n'importe qui démarre ou 99% de la population recherche quelque chose qui lui rapporte 500 euros de plus par mois. Et en fait, je pense que c'est toujours vrai, que rien n'a changé à ce niveau-là, et que pour certains, c'est vendre des choses sur Vinted ou sur eBay, et que pour d'autres, ça va être de créer des micro-projets avec Adalo, avec Bubble, etc. Et donc, pour moi, c'est une façon et donc nous, notre ambition chez Auto, c'est d'aider les gens à changer de vie et à pouvoir créer ces projets-là. Que ce soit des projets à 500 euros par mois, pour pouvoir créer éventuellement quelque chose qui sera le futur Malte ou le futur Doctolib, ou juste finalement avoir demain passer d'un job où on sentait qu'on était dans une voie de garage à un job où on est respecté dans une boîte où on a un vrai on va dire une vraie compétence qui correspond à ce qu'on aime. Et donc pour moi, j'ai un parcours qui est quand même qui est pas mal, où j'ai pas forcément à rougir de mon parcours, même si il y a évidemment bien mieux. Mais disons que quand j'ai appris à faire du Adalo avec ma fille en avril dernier, c'est bête à dire, mais ça m'a donné une confiance énorme. Et je pensais pas que ça me ferait ça. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tu te rends compte, aujourd'hui, n'importe quelle petite idée que tu veux tester, tu peux la faire en une semaine. Et ça, c'était vraiment incroyable. Enfin, pour moi, j'ai 42 ans, ça fait 20 ans que je suis dans la tech, et je me suis dit, mais ça change ma vie. Alors que, en réalité, je pourrais payer un développeur pour le faire. Mais là, le fait que je puisse moi le faire, que je puisse finalement donner libre cours à mon imagination, sans contrainte, c'était magique, en fait. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que de plus en plus de gens puissent au mieux changer de vie en trouvant un nouveau travail, créant un projet qui leur apporte de l'argent, créant une start-up, devenir freelance et avoir du succès. Mais au pire, avoir ce sentiment que j'ai ressenti moi, de me dire, si demain j'ai une idée, je peux le faire. Je suis capable de le faire. Alors que pendant des années, moi ça fait 20 ans que je suis dans la tech, pendant des années, je me suis dit, si j'ai une idée, je ne peux pas la faire tout seul. Et ça a toujours été une frustration.
Et donc ça, le fait de permettre de ce changement de paradigme dans la tête de milliers ou de dizaines de milliers de gens, c'est ça notre ambition chez Otto. Et je trouve ça super parce que tu vois, ce levier, il est très fort de pouvoir permettre aux gens de faire des choses pour eux, enfin d'acquérir ces compétences. Et il y a vraiment cet effet positif que je trouve qu'il marche bien avec les bootcamps que vous faites. C'est-à-dire si les gens même ils viennent pour faire, ils sont motivés, ils vont faire leur projet. Si leur projet ne marche pas, comme beaucoup de projets, Oui. ils ont acquis des compétences, ils peuvent devenir freelance, ils peuvent trouver un boulot. Parce que je pense qu'on est tous convaincus qu'il va y avoir des jobs de développeurs Bubble, de choses comme ça dans les boîtes et tout. Et ça c'est génial parce que sinon des fois c'est dur de se dire ok bon bah je vais me former pour apprendre un métier. Alors bon les gens parce qu'aujourd'hui les gens se forment beaucoup au code, tous les bootcamps de code, tout ça. Enfin voilà c'est un peu une bulle d'ailleurs à mon avis le marché va être et déjà même saturé de développeurs juniors de toute façon mais c'est tu vois c'est parce qu'il y avait cette promesse un peu genre bon je suis en galère enfin je connais bien ça on l'a vécu à Simplon je vais me former pour devenir développeur. Souvent ils avaient pas la motivation en fait ils avaient pas la résilience en plus apprendre le code c'est très dur et c'était pas la bonne motivation tu vois juste vouloir un métier bien payé ça suffit pas moi je pense pour apprendre des choses comme ça alors que se dire ok je vais faire mon projet ou alors il y en a qui sont très motivés qui vont apprendre vraiment les compétences mais apprendre son projet par exemple c'est un bon chemin d'entrée quoi. Oui, et puis pour apprendre à coder, c'est quand même, il faut aimer le métier de code, du fait de coder. Et ça, c'est pas tout le monde. Je veux dire, il faut avoir à la fois une façon de penser, il faut avoir un ensemble de traits de traits humains qui fait que ce métier-là est fait pour soi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je pense pas aujourd'hui. J'adore quand je suis là sur Adalo, je suis capable de coucher à pas d'heure pour avancer et améliorer mon arbre. Mais est-ce que je voudrais faire ça toute ma vie? Non. Mais je suis hyper heureux de savoir que ça existe et que c'est possible. Ça c'est sûr que. Et quelque part, nous, notre ambition, c'est d'aider les gens dans ce projet. Parce que moi, avec ma fille, quand on a fait ça, j'ai dû quelque part créer un peu notre parcours en utilisant des tutos, en utilisant des communautés, en utilisant différentes choses. Et en fait, on veut le condenser et le proposer aux gens pour qu'ils aient pas forcément à devenir entre guillemets auto-éducateurs et qu'on puisse et qu'ils puissent apprendre le plus facilement possible, entouré de personnes bienveillantes. Ok. On va finir parce qu'on arrive sur la fin et je sais que tu as un rendez-vous après. Si je peux te demander très rapidement, est-ce que il y a quelques petites choses sur votre roadmap que tu peux nous partager? Et puis après, j'ai une dernière question. Oui, bah, je pense que c'était, Otto, historiquement, ça a été donc à la fois des tutos, des événements hebdomadaires, les bootcamps Bubble, qui duraient 3 semaines. On a lancé les bootcamps ce qu'on appelle les nocturnes, c'est-à-dire c'est plutôt les bootcamps de 6 semaines pour les gens qui travaillent et donc qui veulent faire ça en parallèle. Et donc cette année, on va lancer sans doute d'autres projets, un projet sur une autre plateforme, enfin j'espère, je pense à Dalo, donc des bootcamps à Dalo plus courts. Et puis on va sans doute aussi lancer un autre type de bootcamp qui est plus orienté produit marketing, mais destiné aux indie makers. Ouais. C'est complètement cohérent parce que, enfin, tu l'as très bien dit au début. De toute façon, la technique, ça fait pas tout, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, se focaliser sur la technique. Je pense que beaucoup de gens ratent ce qui vient avant, ce qui vient après. Enfin, tout le gros après, le lancement, ce qui est avant, le recherche, puis tout le marketing, quoi. Super. Bah, on va suivre ça avec attention. Alors, il y a une petite question qu'on pose à tous nos invités. Je pourrais faire bref si tu veux, mais si tu avais un side project à faire en no code, qu'est-ce que ça serait avec quelle techno? Même si je sens que je peux me douter de la techno au moins. Peut-être que t'en as un déjà d'ailleurs. Enfin. J'en ai un. Oui, enfin à un moment je voulais. Je voulais créer une application qui permette justement aux indie makers qui utilisent du code ou du no-code d'ailleurs de vendre leurs projets. Une sorte de place de marché de mini acquisition. Ça c'était un side project que
des fois, j'aimerais bien prendre le temps de faire, et je pense que je peux le faire à peu près en Adalo. Mais Adalo est ma plateforme. Donc, on dit souvent qu'Auto est une maison bubble, mais je plante le drapeau d'Adalo haut dans le ciel, malgré tout. Ouais. Super. C'est littéralement un petit peu ta plateforme, d'ailleurs. Exactement. Puisque tu as investi. Donc. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut te suivre? J'ai vu que tu étais assez actif sur Twitter. Oui, sur Twitter. Mon pseudo, c'est 2Pasc, 2 comme le chiffre 2, et Pasc, P-A-S-C, un peu comme Tupac, le rappeur. C'est vrai que tu t'es inscrit il y a longtemps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lettres dans ton, oui, pseudo Twitter. J'étais sans doute dans les premiers 10 000 membres. Et sur Clubhouse aussi, et sur LinkedIn, Pascal Lévy-Gerbois. Voilà. Ok, merci. Je partagerai tout ça. Merci pour ton temps. À très bientôt. À bientôt. Salut. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode, et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert, ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.